Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Cyriaque Dayan, analyste gérant chez Conviction AM. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler des marchés. Les marchés qui sont quand même sur des... Il n'y a pas vraiment de tendance, on a l'impression actuellement. C'est beaucoup de mouvements assez erratiques, sans mouvement, on va dire sans tendance de long terme. On a cette semaine aujourd'hui, enfin cette semaine avec les Thanksgiving et semaine donc écourtée, donc les marchés risquent d'être peut-être un petit peu mouvementés aujourd'hui. Comment est-ce que vous analysez vous ces marchés depuis quelques jours? Clairement, vous avez raison, il n'y a finalement pas vraiment de tendance depuis quelques jours, on pourrait même dire quelques semaines, mais il faut mettre ça en rapport avec l'extrême mouvement à la hausse qu'on a connu en octobre, et il est certain qu'un marché ne peut pas monter de 10% tous les mois. Donc là c'est normal qu'on consolide finalement. Exactement, et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est une consolidation à plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de correction forte, on évolue dans des ranges avec un peu de volatilité forcément, mais on n'est pas revenu sur des plus bas, on n'est pas revenu extrêmement bas finalement, et donc les marchés sont assez solides après une hausse qui, il faut le rappeler, a été extrêmement violente en octobre. En revanche, on n'est pas revenu sur les plus hauts, notamment du printemps. On a cet alignement des planètes qu'on avait, donc, qui a joué notamment sur le début de l'année avec l'euro faible, le pétrole et les banques centrales. On est encore en plein dedans. L'euro est toujours au plus bas, le pétrole, enfin les matières premières au plus bas également, et la BCE normalement qui se réunit la semaine prochaine, qui devrait renforcer encore son quantitative easing. On devrait avoir des marchés donc plus haussiers. Comment est-ce que vous expliquez finalement que, bien qu'on consolide et qu'il n'y ait pas cet effet plus haussier, plus de rattrapage? Il faut laisser un peu de temps au marché, puisqu'on est quand même passé d'un mois d'août ou septembre où on attendait la fin du monde avec un hard landing chinois. Il y a vraiment eu des craintes qui ont été extrêmement fortes à ce niveau-là, d'autant plus que la Fed s'est rajoutée à ce niveau avec cette hausse des taux probable en décembre. Maintenant, comme vous le soulignez, globalement en Europe, l'alignement des planètes, ce qui était vrai en début d'année, est toujours vrai aujourd'hui. Donc l'Europe a le fuel, vraiment l'essence pour continuer à progresser, à revoir les plus hauts. Mais il faut juste un petit peu de temps parce que les investisseurs ne passent pas d'un scénario très noir avec la Chine à un scénario très rose, et il leur faut un peu de temps. Et ce temps, c'est juste de l'ajustement pour retourner sur les plus hauts en Europe. Au niveau psychologique, on a quand même le sentiment que les investisseurs commencent à prendre conscience finalement d'un environnement plus favorable. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes en tant que gérant, vous êtes plus optimiste sur les marchés? Clairement, on est plus optimiste. Alors on n'est jamais à l'abri, comme on l'a vu hier, d'un mouvement géopolitique avec la Turquie ou la Russie. On a aussi des cas avec la Chine et le Japon. Mais globalement, on est beaucoup plus optimiste, mais il n'en reste pas moins qu'on peut avoir certains facteurs qui créent de la vol. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que de notre point de vue, on est dans un marché qui est haussier, fondamentalement, quand vous regardez le niveau de liquidité, quand vous regardez la croissance, quand vous regardez les dynamiques long terme des résultats des entreprises. Mais on est aussi dans un marché où il faut apprendre à gérer cette volatilité en permanence. Et on l'a bien vu avec ce coup de baisse extrêmement fort en août. Et il y en aura d'autres, malheureusement, en 2016, c'est certain. La volatilité, vous dites qu'il faut apprendre finalement à vivre avec cette volatilité-là. C'est aussi ce qui permet de gagner de l'argent finalement sur les marchés, parce que ce qui va permettre de l'amplitude sur les marchés, c'est plutôt intéressant ça pour un gérant. Alors c'est plutôt intéressant en effet, puisque ça crée les points d'entrée, ces fameux points d'entrée que les gérants évoquent souvent. Maintenant, il faut savoir aussi la gérer, parce qu'on sait que les investisseurs sur les fonds type OPCVM ou même ETF, on le voit clairement, n'aiment pas une trop forte baisse. Donc le challenge d'un gérant au jour le jour, c'est finalement de profiter des baisses, mais aussi de les amortir en priorité avant cela, parce que la volatilité est un mauvais élément pour les investisseurs, même si ça crée des opportunités. C'est ça tout le paradoxe. Vous êtes positif du coup pour 2016, vous, sur les marchés actions? Clairement, je pense que c'est l'endroit où il faut être investi, tout simplement parce que sur les taux, alors les taux souverains en particulier, il n'y a pas grand chose à gagner, que les résultats des entreprises vont être là. Alors ça ne sera pas extraordinaire, mais on parle d'une croissance des bénéfices de 7 à 10% en fonction des zones. Il y a eu des révisions à la baisse quand même, précédent trimestre. Là, vous pensez finalement qu'il va y avoir un renversement, qu'on pourrait à nouveau revoir des révisions à la hausse? Alors il faut aussi faire le distinguo entre les secteurs. Clairement, c'est le secteur de l'énergie qui fait baisser les résultats, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Hormis cela, les résultats ne sont pas mauvais du tout en Europe, et on considère que globalement, la croissance des bénéfices, alors peut-être qu'elle ne sera pas à 8, qu'elle sera à 6, mais globalement, les résultats vont être là, et la croissance des bénéfices, c'est quand même le principal moteur de la hausse des marchés actions, sera là en 2016. Donc vous êtes positif sur les marchés actions en 2016, plutôt toutes zones confondues, ou est-ce que vous avez quand même plutôt l'Europe, comme beaucoup de gérants aujourd'hui? Alors on a exactement, le problème de l'Europe, c'est que tout le monde est positif sur cette zone.
zone. Et ça c'est pas forcément un critère qui l'empêche de monter, mais c'est à prendre en compte dans le raisonnement. C'est-à-dire que Les valorisations sont importantes du coup? non, clairement, on est sur des PE à la moyenne. Mais par contre, quand il y a des mouvements de crainte, comme on a pu voir à certains moments, les investisseurs vendent ce qu'ils ont. Et comme ce qu'ils ont, c'est de l'Europe, l'Europe va baisser plus que d'autres classes d'actifs comme les États-Unis, enfin d'autres zones géographiques comme les États-Unis. Nous, notre priorité, c'est l'Europe, parce que les planètes sont alignées comme on a cité précédemment. Aussi le Japon, alors pas pour des raisons macro, mais pour des raisons micro, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement structurel dans la manière dont les entreprises japonaises sont gérées, avec par exemple la diminution du niveau de trésorerie qui permet d'accroître les résultats, la baisse du yen également. Donc c'est les deux zones qu'on privilégie. Aux États-Unis, c'est vrai que si on regarde le Nikkei par exemple, il progresse fortement sans consolider lui pour le coup depuis octobre, contrairement au CAC 40 par exemple. Donc ça veut dire que pourtant on est sur une macro là très mauvaise, hein. On est à nouveau en récession sur le Japon malgré les politiques ultra accommodantes. Malgré cela, on a des entreprises qui délivrent, c'est ça, et qui sont rentables, c'est ce que vous nous dites? Exactement, c'est la spécificité du Japon, c'est que vous n'investissez pas sur ce marché-là pour une question macro, mais pour une question micro. Quand vous regardez le résultat des entreprises cette année en termes de croissance, on est encore sur des niveaux 15 à 20% de croissance, donc c'est extrêmement élevé. Et ça s'explique tout simplement parce qu'il y a un changement, ce que je citais précédemment, de modèle pour les entreprises japonaises, avec une diminution du niveau de trésorerie, une volonté finalement de redistribuer à l'actionnaire beaucoup plus que par le passé. Et clairement, cette dynamique-là, elle est mise c'est dans un packaging, si j'ose dire ainsi, entre AB et la BOJ. Et clairement, ça délivre au niveau des résultats. Et de notre point de vue, ça va continuer en 2016. D'autant plus que là, en termes de positionnement, il y a eu pas mal de sorties récemment. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de nouveau un retour. Dernier élément positif sur les actions japonaises, c'est la BOJ, qui est donc la Banque centrale japonaise, qui pourrait annoncer une augmentation du QE et qui a pour spécificité d'acheter directement des actions. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc, le Japon, pour le coup, c'est un des rares marchés où vous ne jouez pas la macro, mais vous jouez des éléments qui sont beaucoup plus spécifiques. Sur les indices américains, là, on revient sur les plus hauts, on a des valorisations quand même assez importantes. Pour autant, on a l'impression que les gérants continuent d'apprécier ces marchés, qu'il y a des valeurs qui sont de belle qualité, avec notamment les technos qui performent toujours bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des marchés américains? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des opportunités à faire? Tout à fait. Alors là, il faut faire vraiment chercher les belles histoires ou les bons secteurs, parce que le marché américain en tant que tel, comme vous le soulignez, il a finalement un PE, donc un niveau de valorisation qui est légèrement au-dessus de sa moyenne. Il a en termes de croissance des bénéfices pas une très belle dynamique qui s'explique principalement par l'énergie, mais il ne reste pas moins que quand vous achetez l'indice global, vous achetez aussi de l'énergie. Et donc il faut choisir quelques secteurs qui peuvent être intéressants, donc typiquement les technos. Nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est les banques régionales qui permettent finalement de s'exposer à une crainte de hausse des taux, mais avec des banques qui ont un business model très simple, à l'inverse des grosses banques américaines type Goldman Sachs, qui sont beaucoup plus banques d'affaires. On aimait bien également tout le secteur de la construction aux États-Unis qui est en train de repartir. Donc sur les États-Unis, je dirais que ce n'est pas un bail absolu clairement sur les actions américaines. Mais il faut être sélectif, mais il y a quand même des belles histoires, et en particulier, on voit clairement que le Nasdaq, c'est une très belle histoire avec des entreprises qui, en termes de résultats, pour le coup, délivrent. Et en Europe, vous êtes un peu moins sélectif, on peut aller vraiment sur tout ce qui va être valeur européenne, un peu pas aveuglément, mais disons de façon plus large? Alors, on peut, parce que vous avez moins de biais, comme je citais tout à l'heure, sur les États-Unis, en termes sectoriels. Mais globalement, on considère qu'il faut quand même être, si on peut, essayer d'aller chercher quelques belles histoires. Donc par exemple, les pays d'Europe du Sud qui ont vraiment un potentiel, que ce soit l'Espagne ou l'Italie, en termes de valorisation, en termes de résultats. Également, les marchés de la consommation, et ça c'est extrêmement important, et c'est vrai aussi aux États-Unis, et c'est vrai pratiquement partout dans le monde. On est dans un monde où finalement le consommateur va jouer le moteur, beaucoup plus que les exportatrices, donc être peu exposé aux exportatrices, mais beaucoup plus à la consommation, ça a du sens, d'autant plus qu'avec la baisse du pétrole, ça recrée un petit peu un boost pour les Européens. Donc clairement, on considère qu'il y a l'intérêt sur la consommation, et puis après sur certains sous-secteurs, type les small ou mid-cap, où il peut y avoir encore un petit peu de valeur sur certains pays. En termes de valeur, je ne sais pas si vous pouvez nous donner des exemples. Quand on parle de reprise européenne, de consommation, de valeur de croissance, est-ce qu'il y a des valeurs qui tout de suite peuvent
peuvent remplir ces cases et être des champions pour 2016? Nous, on a une approche plus globale macro, donc c'est moins notre expertise d'aller choisir la valeur en termes de stock picking. On est plutôt sur une logique de secteur, et c'est clair qu'en termes de secteur, vous avez le secteur retail tout simplement, où vous avez tous les distributeurs, alors après voilà, Carrefour, Casino, etc. Qu'on connaît, ou d'autres secteurs, d'autres valeurs en Europe qui vont avoir cet intérêt-là. Donc on est plus dans une approche sectorielle de notre. Donc la conso, le retail, enfin tout ce qui touche finalement à la reprise européenne, à la reprise de la consommation des ménages. Merci Cyriac Dayan. Vous restez avec nous, on va parler maintenant d'un fonds que vous gérez chez Conviction AM, c'est Un gérant, 3 questions.